Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce 16 mai 2022, l'aéroport international Blaise Diagne dans une zone de turbulence. Les travailleurs dénoncent de mauvaises conditions de travail et menacent de cesser toute activité. Les accords entre le gouvernement et le G7 risquent d'être compromis. Les enseignants récusent la fiscalisation des revalorisations de certaines indemnités, comme annoncé dans un communiqué du ministère des Finances et du Budget en date du 15 mai 2022. Recevabilité juridique des dossiers de candidature aux législatives, la Direction générale des élections éconduit le mandataire de Yewwi Askan Wi, Déthié Fall, venu remplacer la liste non paritaire, s'est vu opposer un niet. En France, Matignon accueille la deuxième femme de l'histoire. Elisabeth Borne a pris le témoin des mains de Jean Castex ce soir. Marche de soutien à la cause LGBT, l'absence d'Idrissa Gana Gueye fait polémique. Valérie Pécresse demande des sanctions, l'entourage de l'international sénégalais brandit un alibi. Bienvenue à tous, le développement dans un instant. Aéroport international Blaise Diagne, les travailleurs menacent de clouer toutes les activités au sol. Les griefs sont multiples, la restauration, le transport, l'absence de transparence en matière de partage d'informations sont soulignés en rouge. Un compte-rendu de la conférence de presse. Barasso Sénébou Babou. Les travailleurs de l'aéroport Blaise Diagne rougent de colère. Selon leur syndicat, la crise sanitaire et son lot de restrictions et d'incertitudes a plongé pendant de longs mois les travailleurs de l'aviation civile et du secteur aérien dans la précarité, avec un impact désastreux sur les acquis sociaux. L'intersyndicale dénonce le non-respect de la tenue régulière des réunions périodiques bipartites, la mise en œuvre des recommandations issues du séminaire de partage sur la stratégie du hub aérien. L'intersyndicale dénonce toujours le non-respect de la transparence dans le partage d'informations mises à mal par des manœuvres douteuses de rétention de compte rendu de réunion. Concernant l'habitat social, les syndicalistes dénoncent des lenteurs depuis 2017. Ils exigent la matérialisation et sans délai de la directive présidentielle pour l'attribution des parcelles. L'intersyndicale réaffirme avec force ses attentes légitimes et pressantes pour la matérialisation diligente et sans délai de la directive présidentielle pour l'attribution définitive des parcelles au niveau du pôle de développement urbain de Daga-Kholpa. La mise en œuvre de la décision d'octroi de ces parcelles à usage d'habitation pour les travailleurs de la zone de l'aéroport de Diass, juxtant nos lieux de travail, connaît des lenteurs et des louvoiements observés depuis 2017. Les travailleurs de l'AIBD avertissent, ils n'excluent pas la fermeture de l'aéroport. L'intersyndicale convoquera une assemblée générale dans les prochains jours qui sera suivie d'une conférence de presse et se réserve toutes les voies de recours autorisées et n'écarte pas le dépôt d'un préavis de grève. Le dépôt d'un préavis de grève qui pourra déboucher sur la fermeture de l'aéroport pour la satisfaction de ces revendications légitimes. L'intersyndicale a exprimé ses vives inquiétudes. Elle alerte face au manquement d'engagement en faveur d'un climat social apaisé, nécessaire à la sérénité des travailleurs. Nous restons dans la sphère syndicale avec la rémunération des enseignants. La fiscalisation des revalorisations des indemnités provoque l'ire des syndicats d'enseignants. Des membres du G7 alertent et annoncent un grain de sable dans la mécanique. Les accords pourraient être compromis, soulignent 5 syndicats du G7 qui ont rencontré la presse. Au micro de Babacar Seck, le secrétaire général du CELS, Amidou Diédhiou. Écoutez-le. Ces engagements qui s'expriment de manière évidente et particulièrement par la non-mise en place du comité de suivi, prennent à témoin l'opinion publique nationale sur ces entorses graves au terme du consensus qui semble traduire une reculade de la part du gouvernement. Dégage toute responsabilité quant au développement fâcheux qui pourrait découler de cette posture gouvernementale préjudiciable à la paix sociale et aux antipodes des considérations évoquées
pour un secteur éducatif apaisé et performant. Nous réaffirmons notre détermination à faire face à toute tentative de trahison de l'esprit des accords du samedi 26 février 2022. Et dans cette perspective, les 5 syndicats du G7 lancent un appel vibrant à toutes les organisations syndicales pour une vigilance et une mobilisation exceptionnelle en vue de faire face, en vue de faire respecter les engagements précis pris par le gouvernement devant le peuple sénégalais. Perspective des législatives 2022, le 31 juillet prochain, le mandataire de Yewwi Askan Wi engage un bras de fer avec la direction générale des élections. Déthié Fall affirme qu'il n'est pas question que les élections se tiennent au Sénégal sans la liste de Yewwi Askan Wi, sa coalition. Déclaration consécutive au refus de la DGE de procéder au changement souhaité. Déthié Fall s'est rendu ce matin en effet pour justement déposer une liste qui remplacerait la précédente, celle-ci non paritaire, comme prévu par la loi, bien sûr, requête qui a été rejetée. Augustin Madag et Mamadou Sy étaient sur place. Après plus d'une heure d'attente, le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi sort des locaux de la direction générale des élections. Déthié Fall s'est vu opposer au refus de changer la liste de Yewwi Askan Wi après le désistement de 2 de ses membres. Une attitude de la DGE qu'il ne parvient pas à comprendre. Et nous sommes venus aujourd'hui avec ces dossiers portant retrait de 2 qui sont sur la liste de Dakar et qui veulent aujourd'hui se désister. Et je pense que ce droit, on ne peut l'interdire à aucun citoyen. Il nous a opposé un refus. Il n'a pas voulu recevoir ces 2 retraits qu'on était venu lui notifier. Déthié Fall dénonce également le comportement de la direction générale des élections qui a refusé de prendre leur requête portant invalidation de la liste de Benno Bokk Yakaar. Selon lui, la loi ne permet pas à cette coalition de participer aux élections. Et on n'a même pas besoin d'être juriste pour le comprendre que la coalition Benno Bokk Yakaar ne doit avoir une liste ni au Sénégal, ni au niveau de la diaspora. On était venu lui apporter également cette correspondance. Comme pour les 2 premières, la commission n'a pas voulu la recevoir. Pour la coalition Yewwi Askan Wi, il est hors de question que des élections soient organisées au Sénégal sans la présence de leur liste à Dakar. Ses membres donnent rendez-vous dans les jours à venir. Il est hors de question, et je le répète avec force, que des élections soient organisées au Sénégal sans la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar. Il est hors de question de l'imaginer. Parce que ce qui est sûr, on fera dans les prochains jours un point de presse pour revenir intégralement sur cet aspect-là. La période contentieuse risque de s'allonger. La coalition Yewwi Askan Wi entend tout faire pour que sa liste soit acceptée. Elle continue de réclamer l'invalidation de la liste de Benno Bokk Yakaar. Bras de fer engagé, donc wait and see. Je suis souligné que l'imbroglio met en scène Saliou Sarr et les agents de la DGE et de la Sénat. Le membre de Taxawu Sénégal, membre également de la coalition Yewwi Askan Wi, est accusé d'avoir modifié cette liste. Il soutient que les fonctionnaires l'ont induit en erreur, ce qui a conduit bien sûr au non-respect de la parité, invalidant ainsi le document. Écoutez-le. Je l'ai dit la dernière fois quand je suis sorti de la direction générale des élections que cette liste n'est pas ma liste. Parce que je ne pouvais comprendre que des changements soient opérés à notre insu alors que des instructions claires avaient été données de retirer par l'ensemble de la liste et d'introduire la dame Ngoné Menk. Donc j'avais délégué cette tâche à Saliou Sarr avec mon cachet, comme celui qui a travaillé sur les investitures des départements avec les autres et avait une meilleure maîtrise des noms qui devaient être choisis. Il était le plus indiqué pour ce qui est des départements de déposer les listes. Et une instruction pour la liste de Dakar lui a été donnée. Mais malheureusement, on s'est rendu compte au moment du dépôt, il y a des conseils reçus par Saliou Sarr venant de responsables
il nous a dit, venant des responsables qui étaient présents et qui étaient dans la commission, certains de la DGE et d'autres donc de la Sénat, qui lui ont dit qu'il était possible à partir de la 6e et de la 7e place de ne pas procéder à un changement de sexe. Il a suivi cette directive à notre insu, il a déposé la liste. Pour mémoire, Saliou Sarr, dans un communiqué qui nous est parvenu hier, a démenti avoir procédé à une quelconque modification. Il dit se réserver le droit d'ester en justice. Des diatribes entre acteurs politiques au Sénégal, une violence dans le discours qui rythme le quotidien dans le champ politique, le phénomène qui déteindrait sur le comportement des jeunes aux yeux de certains. Séléman Diallo, Aliou Sow en ont rencontré. Regardez ce reportage. Avenue Saint-Michel, chacun va tranquillement à ses occupations, mais beaucoup sont préoccupés par les propos violents des politiciens. Aux yeux de notre premier interlocuteur, cette violence touche la jeunesse. Quand la tête est malade, tout le reste du corps est malade. La jeunesse est inspirée de comment on appelle ça, de ces discours violents. Elle ne peut pas ne pas être violente, ce n'est pas possible. Ça c'est d'un. De deux aussi, les parents d'élèves ont baissé les bras. Il n'y a plus d'éducation à la maison. La plupart de l'éducation actuellement, c'est l'éducation de la rue. Elle ne peut pas être parfaite. Même point de vue pour ce sexagénaire. D'un ton ferme, il condamne les propos que tiennent certains politiciens. D'habitude, comme je te l'ai dit, avant, quand il y avait le président Senghor et le président Abdoulaye Wade, il n'y avait pas de violence. Mais maintenant, avec les nouveaux leaders là, avec ce qu'on entend qu'ils disent là, tout ce qu'ils disent, c'est de la violence. Des propos qui incitent la jeunesse à la dérive, se désole ce père de famille. Que ce soit du côté du pouvoir ou de l'opposition, chacun tient des propos houleux et les jeunes peuvent copier cela. Les discours houleux des politiciens inquiètent de plus en plus. Les personnes rencontrées les déplorent et invitent les auteurs à plus de responsabilités, surtout en cette période où la violence est devenue le quotidien des jeunes. Tout autre chose, 700 000 €, soit 459 169 900 francs CFA, une enveloppe de l'Union européenne destinée à 400 agricultrices. C'est dans le cadre du projet Yapal Madiap, action conjointe pour l'autonomisation économique et sociale durable des filles et des femmes. Djilor, dans le département de Fatick, a abrité la cérémonie de lancement. Muntaga Khan. Malgré les efforts des femmes agricultrices, elles peinent à sortir de la précarité. C'est pour améliorer leurs conditions de vie que les initiateurs du projet, à les en croire, proposent une approche de labeur. On s'est rendu compte que les femmes travaillent depuis toujours, mais les femmes sont de plus en plus pauvres. Et donc on s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et peut-être c'est l'approche. Parce que les femmes n'osent pas parler de richesse. Notre cible, qui sont majoritairement les femmes rurales et les femmes qui vivent dans les zones périurbaines, parfois tu as l'impression qu'elles pensent que la pauvreté c'est une fatalité. Et pourtant ce sont de braves dames qui travaillent du matin au soir. Et donc c'est pourquoi nous voulons à travers le projet Yapal Madiap sortir du concept de social qui consiste juste à donner dibbal à un concept économique et les encourager à oser penser économie et à oser penser argent. Pour ce faire, elle met en branle une série de formations en développement personnel et en technique agricole. Parce que si les femmes pensent qu'elles ne peuvent pas s'en sortir, c'est parce qu'il y a un manque d'estime de soi. Et donc tout au début du projet, nous commençons par des formations en développement personnel. Nous avons nos partenaires de la FADEF qui viennent de boucler une tournée de formation en développement personnel à Taïba Ndiaye, à Béti Ndiaye, ici à Djilor et dans la banlieue dakaroise. On va procéder avec nos partenaires du PAF par des formations en gestion financière, en entrepreneuriat et ensuite on va
enchaîner par des formations techniques en agriculture. Les porteurs du projet proposent la valorisation des produits locaux qui devra créer une longue chaîne de valeur partant des zones rurales aux centres urbains. L'accès à la terre n'est pas encore une réalité pour les femmes au Sénégal. 13 à 15% contre la prescription de l'Union africaine, 30%. Le leader du réseau des agricultrices de Thiès, qui l'indique, demande à l'État du Sénégal de rectifier le tir. Voici Julie Cissé avec Mountaga Khan. Les femmes doivent accéder à la terre. Il y a une volonté politique nationale, certes, mais nous faisons face à des présentations socioculturelles, à des contraintes qui font que les statistiques nationales parlent de 13-15%. Alors que le Sénégal a pris un engagement avec l'Union africaine qui dit que 30% des terres agricoles doivent revenir aux femmes. Nous saluons le fameux circulaire du ministère de l'Agriculture qui écrit noir sur blanc que 15% des terres qui sont aménagées reviennent aux femmes. Nous disons c'est bien, mais l'État doit et peut mieux faire. Parce que les femmes agricultrices participent à l'agriculture avec grand A. Et si nous parlons aujourd'hui de sécurité alimentaire, c'est grâce à ces grandes dames. C'est des ouvrières agricoles dans certaines zones. Elles sont très actives à 80-85% dans les exploitations familiales. Donc c'est tout à fait normal puisqu'elles participent à la création de la recherche agricole, qu'on pose ce débat. L'accès à la terre, l'accès à l'eau. Alors à Fatick, nous faisons cap sur Kaolack. Le roi de Kano au Niger a accueilli en grande pompe à Medina Baye. Aminou Abdou Bayero a rendu visite en effet à son guide spirituel, le cheikh Mahi Ibrahim Niass. Il est en visite officielle au Sénégal sur invitation du chef de l'État Macky Sall, Adama Sarr. C'est dans la commune de Sibassor, située à quelques kilomètres de Kaolack, que la délégation du roi de Kano est accueillie. Cette visite à la famille de Maulana Cheikh Ibrahim Niass est importante selon le président de Jamiatul Ansaruddin de Dakar. Le roi de Kano, Aminou Adou Bayero, effectue une visite officielle au Sénégal sur invitation du président Macky Sall, étant donné qu'il est un fervent fidèle de Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Le roi a jugé nécessaire de venir rendre visite à son guide spirituel, Cheikh Mahi Ibrahim Niass. Cependant, il faut dire que ce n'est pas la première fois que le roi vient à Medina Baye. La relation entre Medina Baye et le Nigeria remonte aux années 37. Depuis 1930 ou 1937, la relation entre la cité religieuse de Medina Baye et le Nigeria remonte entre 1930 et 1937, date à laquelle Maulana Cheikh Ibrahim Niass a rencontré le père de ce roi à la Mecque. Donc, cette visite pour nous est historique. Le calife de Medina Baye se réjouit de cette visite. Cette visite est très importante pour l'ensemble des habitants de Medina Baye. Le roi Aminou Adou Bayero est venu ici pour raffermir les liens historiques qui existent entre le Nigeria et Medina Baye. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est l'islam qui a gagné, car nous savons tous que la relation entre Medina Baye et le Nigeria a un fondement religieux grâce à Maulana Cheikh Ibrahim Niass. La population de Kano, l'un des États de la République fédérale du Nigeria, est estimée à plus de 4 millions d'habitants. Adama Sarr, en France, une femme à Matignon, Elisabeth Borne, est nommée Premier ministre ce lundi.
Elle succède à Jean Castex. Madame Borne, lors de la passation de service, a dédié sa nomination à toutes les petites filles à qui elle demande de poursuivre leur rêve. Elisabeth Borne est la deuxième femme à prendre les rênes du gouvernement après Edith Cresson. Dans les années 90, elle a été membre de tous les gouvernements sans interruption depuis 2017, à l'arrivée donc d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Dernier portefeuille, le ministère du Travail. Ligue 1 sénégalaise, belle opportunité pour Guédiawaye FC d'améliorer son classement. Le GFC, 4e, rencontre les 3 équipes du peloton de tête pour les matchs à venir. Le coach Souleymane Diallo entend jouer la carte de la détermination. Écoutez-le avec Pape Madiaraté Sarr. On sait qu'il reste 4 journées. C'est 12 points à prendre, mais nous, on va jouer le match par match. Donc, pour le moment, nous sommes concentrés sur le match contre le Jaraaf. On sait que c'est un match à 6 points. Donc, vous gagnez ce match, probablement, c'est vrai que vous n'allez pas changer de position. Il sera devant nous toujours à collaborage, on ne sait jamais. Mais ce qui est sûr, pour nous, le match contre le Jaraaf semble être le match le plus important de la saison. De la fin de la saison actuelle, on va se concentrer sur ce match-là d'abord. Après, le résultat de ce match-là nous permettra de bien voyager à Denibiram de Rimbiramdao contre GF la journée prochaine. Mais l'un dans l'autre, nous on reste dans notre philosophie, c'est-à-dire essayer de prendre le maximum de points par journée. Parce que maintenant, c'est des points qui vont être très importants parce qu'on va les prendre face à aux adversaires qui sont devant nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on parvient à prendre ces points, probablement on peut changer de position avec ces derniers-là. Nous, on n'est pas là pour faire un coup de roi ou bien tirer quelqu'un vers le haut. Au contraire, nous sommes en retard par rapport à nos objectifs en termes de points, parce qu'à cette période, en principe, nous avons tablé sur 40-45 points. Donc, ça veut dire que par rapport au nombre de points, on est en retard. On est conscient qu'aujourd'hui, gagner face au Jaraaf, c'est une chose importante. Si on la motivation en ayant 2 éléments essentiels, d'avoir l'objectif qui consiste à gagner, la vision que nous aurons pour ce match-là, on va mettre en place une bonne stratégie. On est conscient qu'aujourd'hui, notre destin est entre nos pieds, pour ne pas dire entre nos mains. À l'issue de la 22e journée de la Ligue 1, Casa Sport en est le leader avec 42 points devant Génération Foot et le Jaraaf de Dakar. En France, la candidate malheureuse à la dernière présidentielle française réclame des sanctions contre le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Idrissa Gana Gueye aurait refusé de porter un maillot floqué aux couleurs LGBT. Montpellier a abrité samedi la journée contre l'homophobie. Valérie Pécresse a publié son tweet ce lundi. Gana Gueye, qui n'a pas pris part donc à la rencontre Montpellier-PSG, la presse française l'accuse d'avoir refusé de soutenir la cause LGBT. L'entourage de l'international sénégalais n'est pas de cet avis. Une soirée caritative la veille à l'initiative du joueur justifierait cette absence. Les précisions de Sékou Seydi. Tout est parti de la sortie du coach du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, qui explique l'absence à la dernière minute de son milieu de terrain pour raisons personnelles. Trop légère pour certains qui pensent que le champion d'Afrique a volontairement refusé de jouer pour ne pas porter un maillot dont le flocage arc-en-ciel pour tous les joueurs de Ligue 1 et Ligue 2 était un symbole de la lutte contre l'homophobie et des droits de la communauté LGBT. Un dispositif mis en place depuis 2019 en Ligue 1 à l'approche du 17 mai, journée mondiale contre l'homophobie. Et comme par hasard, pour la 2e année de suite, Idrissa Gana Gueye manque à l'appel, comme c'était le cas de la dernière saison contre Reims. Le champion de France déclaré forfait en raison d'une gastro-entérite à quelques heures de la rencontre. Depuis, la presse française ne rate pas l'occasion d'utiliser sa plume contre le joueur sans la version du concerné, l'accusant d'être homophobe. Des associations du mouvement LGBT et certains acteurs politiques attendent des réponses du concerné et des sanctions venant de son club, ce qui n'ont pas pour le moment, puisque le club de la capitale française a sorti un communiqué, mais aucune sanction contre le Sénégalais. Un entretien avec son employé est prévu pour écouter sa version des accusations. Idrissa Gana Gueye reçoit des soutiens venant de ses compatriotes sénégalais, africains et d'anciens footballeurs à l'image de Diomansy Kamara, Dembaba ou encore Max Alain Gradel. Tout ce qu'on peut retenir de leur message, c'est que Gueye est libre de ne pas soutenir
une cause à laquelle il ne s'identifie guère. Cette vague de soutien, c'est dit, a déferlé également sur les réseaux sociaux depuis cet après-midi. Le Tour d'Europe des Lions du Sénégal, deuxième trophée de Sadio Mané face à Edouard Mendy. C'est en Angleterre. Nous nous rendrons également en France, en Espagne et en Turquie. C'est avec Cher Diop. En France, pour débuter ce Tour d'Europe des Lions, Pape Matar Sarr est le seul Sénégalais titulaire dans le 11 Messin qui a battu Angers 1-0. Avec ce succès, les Lorrains devancent la Saint-Étienne et restent barragistes. C'était le tour d'Alfred Gomis dans les Buts-Rennais après une longue période d'indisponibilité. Un retour fait avec un clean sheet face à Marseille, de Papa Gueye titulaire et de Bamba Dieng entrés en cours de jeu. Bordeaux et Mbaye Niang sont quasiment condamnés à la relégation. En Ligue 2 justement, Moustapha Nam a reçu son trophée de meilleur joueur de la saison et pour l'occasion, son équipe s'est imposée 2-0 devant Grenoble et a concocté son ticket pour les barrages à la montée. Et ce sera face à Sochaux de Omar Daf. En Angleterre, Sadio Mané vient de remporter son deuxième trophée de la saison après la Carabao Cup. Ce samedi, les Reds ont gagné la FA Cup au tir au but devant Chelsea d'Edouard Mendy, même s'il a arrêté le penalty de son compatriote. En championnat, Cheikhou Kouyaté était titulaire en défense pour un nul face à Aston Villa et Nampalys Mendy toujours incontournable dans le milieu des Foxes avec une large victoire 5-1 devant Watford. En Espagne, Patricis a marqué pour le Rayo Vallecano, mais ils ont été battus par le Real Mallorca 2-1. En Turquie, pour terminer, Famara Diédhiou a marqué son 11e but avec Alanyaspor qui a battu Gaziantep 3-0. Merci d'avoir été au rendez-vous. Dans quelques instants, vous retrouvez cher Hassan Affal, la suite de Total Bloc d'information. Et puis plus tard dans la soirée, à 21h15 précisément, vous serez en compagnie de Ngagne Diagne dans votre rendez-vous du lundi, Arène sénégalaise. Quant à moi, je vous retrouve demain, Inch'Allah, à partir de 19h45. Bonne soirée sur TV.